Gilbert Ouedraogo, bonjour. Bonjour madame. Et merci de nous recevoir. Vous êtes le candidat de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, l'ADF-RDA, l'ancien parti unique au pouvoir, il faut le préciser. Comment s'est déroulée votre campagne électorale? Ma campagne électorale se déroule très bien. Comme vous l'avez rappelé, notre parti, c'est le RDA du Burkina Faso. Et nous avons coutume de le rappeler, c'est le père de tous les partis politiques. C'est un parti qui a été créé en 1946 au bord du Yoliba. Et c'est ce parti qui nous a permis d'accéder aux indépendances aujourd'hui dans notre pays, le Burkina Faso. Et donc, sur les 4 républiques que compte notre pays, dans notre histoire politique, le RDA a été à 3 reprises au pouvoir au Burkina Faso. Et donc nous sommes bien connus sur l'ensemble du territoire et nous avons des militants très engagés et qui sont sur le terrain. En 2015, vous avez tenté pour la première fois de vous présenter, mais le Conseil constitutionnel a invalidé votre candidature et celle de tous ceux qui ont soutenu le projet de modification constitutionnelle de Blaise Compaoré. Alors dans quel état d'esprit abordez-vous cette élection en pensant à ce qui s'est passé en 2015? Est-ce qu'il y a une revanche? Non, pas du tout, parce que 2015, nous avons effectivement présenté notre candidature et à l'époque, notre candidature a été invalidée sur la base d'une loi unique appelée une loi d'exclusion. D'ailleurs, en son temps, les juges avaient été saisis au niveau de la CEDEAO. Et les juges avaient demandé au gouvernement burkinabé, une décision avait été rendue disant de revoir la loi pour permettre donc à tous les Burkinabés de participer à ces élections, car en fait il appartenait au peuple de choisir librement ses dirigeants. Cela n'a pas été fait, mais à l'époque, justement étant un parti de paix, notre devise c'est la paix, la liberté et la justice, nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que nous avions dit que 5 ans, ça ne représentait rien dans la vie d'une nation. Et aujourd'hui, donc, voilà que ces 5 années sont passées et que je suis candidat à cette élection pour l'unité, pour la patrie et pour la nation de la nouvelle espérance. Vous parlez souvent de rupture dans vos discours et votre programme s'articule autour de 4 grands chantiers, la sécurité, la santé, l'éducation et l'emploi. Mais quels sont les changements majeurs que vous souhaitez apporter dans ces différents domaines? Oui, je parle de rupture, je parle de rassemblement, de rupture et de nouvel espoir parce que je suis convaincu qu'il faut faire les choses autrement pour obtenir un résultat différent. Et cette rupture, donc justement, dans les différents chantiers que vous venez de citer, il y a d'abord la sécurité. Et au niveau de la sécurité, je vais faire en sorte, en tout cas, de pouvoir retrouver l'ensemble de notre territoire aujourd'hui. Parce qu'actuellement, on peut dire qu'une partie de notre territoire n'est plus sous notre contrôle. Et il faudrait travailler à réinstaller les personnes déplacées. Nous avons plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du territoire. Et il faudrait travailler à réinstaller ces personnes déplacées dans leur village d'origine en toute sécurité et en toute dignité. Également aussi, nous travaillerons à mettre fin à toutes les exactions et à toutes les violations de droits humains. Sur le volet sécuritaire, nous voulons agir sur 3 points précis, à savoir d'abord sur le plan de la prévention. Au niveau de la prévention, il s'agirait de renforcer le renseignement, également de travailler à faire en sorte qu'on puisse impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agirait également de faire un développement harmonisé donc, de notre territoire à travers des plans qui permettraient donc d'avoir un minimum d'infrastructures, de présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pour vous, le terrorisme, en tout cas la cause principale est la défaillance de l'État sur l'intégralité du territoire burkinabé? Il y a une partie de cela, mais il y a aussi, donc je disais qu'il y avait l'aspect prévention, mais il y a également aussi l'aspect opérationnel. À ce niveau, il faudrait travailler à renforcer nos forces de défense et de sécurité, à renforcer leur formation et leur doter de tout ce qui est nécessaire pour leur permettre donc de sécuriser notre territoire.
Je prévois également de pouvoir reprendre la formation militaire pour les jeunes de 18 ans et plus qui sont aptes à cette formation militaire. Quoi, comme un service militaire? Comme un service militaire. Et ces personnes pourraient être constituées par la suite une réserve citoyenne. Également, toujours sur la question de la sécurité. Mais ça a déjà été proposé. Diplomatique. Ça a déjà été proposé par le président sortant, Marc Kaboré, en fait, cette réserve citoyenne. En réalité, tout cela est parti d'une déclaration justement qu'en tant que président de la DFRD, j'ai eu à faire en 2018 suite à l'attaque de Koutoukou, où j'avais proposé un certain nombre de choses qui ont été prises en compte, mais pas totalement bien prises en compte. J'avais fait 3 propositions principales. La première des propositions, c'était de renoncer à la subvention de l'État pour les partis politiques qui étaient de 500 millions de francs CFA. Et cela n'a pas été fait, mais moi, j'ai renoncé à la subvention de notre parti politique qui était de 19 300 000 francs que nous avons voulu affecter aux forces de défense et de sécurité. Deuxième proposition, c'était de pouvoir créer une réserve citoyenne à travers des volontaires. Troisième proposition portait sur les éléments économiques, c'est-à-dire que le calcul de la pension. Nous avons proposé que pour le capital décès, on puisse majorer de 2 grades, 2 échelons, pour calculer donc la pension qui reviendrait aux personnes décédées. Là, le pouvoir en place a majoré d'1 grade, mais pas de 2 grades. Et donc, une fois élu à COSIAM, je mettrai en application toutes ces idées. Donc, à vous écouter, vous êtes une source d'inspiration pour le président en exercice et le président sortant. Tout à fait. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des déclarations qui ont fini par être prises en compte avec quelques petites nuances plusieurs années après, mais cela montre que j'ai de la vision et que ce que je propose est très pertinent. En mars 2015, quelques mois après l'insurrection populaire et avant l'élection présidentielle à laquelle vous n'avez pas pu participer, vous avez fait une tournée dans le pays afin de présenter vos excuses aux victimes des violences ainsi qu'aux autorités coutumières et religieuses. Pour quelles raisons ? Oui, j'ai fait cette tournée parce que je pensais qu'il fallait trouver une formule qui permette aux filles et aux fils du Burkina Faso de se réconcilier. J'ai été un acteur donc, à cette période et j'ai estimé qu'il était important que j'aille vers les dépositaires de notre coutume et vers les citoyens pour faire cette demande et cet acte de pardon. C'est un aveu de culpabilité, de responsabilité dans ce qui s'est passé ? Une responsabilité parce que j'estime, et je l'ai dit publiquement, que ce qui est arrivé pour moi au Burkina Faso était un échec de toute la classe politique, car les gens ne se sont pas assumés. Je pense que si les hommes politiques, la classe politique avait été responsable, nous ne serions pas arrivés à cette situation. Et pour moi, chaque fois qu'on arrive à une situation pareille, c'est parce qu'il y a eu... chacun n'a pas assumé sa responsabilité. Et j'ai ma part de responsabilité que j'ai reconnue. Et j'ai dit, faisons en sorte qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre pays, le Burkina Faso. Et lorsque j'ai fait ma tournée de pardon, j'ai rencontré un des rois, paix à son âme, qui n'est plus là, le roi de Tenkodogo, qui m'a dit, vous savez, la démarche que vous faites est tellement empreinte de solennité et de force, car pour demander pardon, il faut connaître la valeur du pardon. Et pour accepter le pardon également, il faut connaître la valeur du pardon. Quand on ne connaît pas la valeur du pardon, on pense qu'on est au-dessus de ceux qui peuvent demander pardon, ou on pense qu'on ne peut pas accorder le pardon. Et c'était une démarche qui avait une force et qui a été saluée unanimement sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, après moi, là également, comme vous le disiez tantôt, à la queue leu, beaucoup ont demandé pardon par la suite, y compris le président actuel. Mais 5 ans après, êtes-vous retourné sur place ? Je suis reparti vers... donc toutes ces personnes, lorsque j'ai voulu me porter candidat à l'élection présidentielle, avant le congrès qui m'a investi, j'ai fait cette tournée pour leur dire que j'étais venu les voir après les événements. Et après tout cela, j'ai repris une activité politique. Et aujourd'hui, mon activité connaît un certain niveau d'évolution et que je veux me porter candidat à l'élection présidentielle et que je ne peux pas me porter candidat à l'élection présidentielle sans revenir vers eux. Et après ce congrès d'investiture, lorsque j'ai déposé encore mon dossier au niveau de la CENI et du Conseil constitutionnel, quand mon dossier a été validé, j'ai recontacté encore les mêmes personnes pour les informer de ce que mon dossier a été validé. Alors jeudi, votre parti ne compte que 3 élus qui siègent aux côtés de l'opposition.
On peut dire que vous avez perdu du terrain, en rappelant que l'ADF-RDA était devenue la deuxième force politique du pays au début des années 2000, en soutenant la candidature de Blaise Compaoré en 2005 et en 2010. Cela peut-il constituer un handicap pour 2020 ? Non, pas du tout. Cela ne constitue pas un handicap pour 2020. D'abord, comme vous l'avez rappelé, nous avons 3 députés. Mais nous voulons dire que ces 3 députés, nous les avons acquis avec une force de conviction et une résilience et une résistance. Parce que rappelez-vous qu'à cette époque, tous nos anciens députés sortants ont été invalidés. À 2 semaines des élections, il a fallu remplacer nos listes par de nouvelles personnes qui n'avaient jamais dirigé une liste électorale. Et malgré cela, nous avons eu 3 députés à l'Assemblée nationale. Cependant, d'autres partis qui étaient à l'avant-garde de l'insurrection n'ont même pas eu un seul député à l'Assemblée nationale. C'est dit vraiment que le RDA est dans le cœur des gens. Parce que nous avons présenté des gens qui n'ont même pas battu campagne. Parce que nous étions aussi dans un contexte où se mouvoir même sur l'ensemble du territoire posait problème pour la sécurité des uns et des autres. Mais malgré tout cela, nous avons eu 3 élus. Et ces 3 élus sont venus de la capitale économique et également aussi de la région du Nord. Et ce sont des zones où nous avons toujours eu des élus. C'est donc dire que nous sommes véritablement ancrés dans le cœur et l'esprit des Burkinabés. Mais ça, est-ce que ce n'est pas plus dû justement à votre ancienneté, au fait que vous avez été le parti unique de ce pays pendant plusieurs années? Est-ce que ce ne sont pas finalement, ce n'est pas quelque part la suite logique ou le reste en fait de ce que fut votre grand parti? Non, pas du tout. C'est ce qui montrait plutôt que ce parti-là était aimé. Parce que nous repartons chaque fois de nouvelles élections et présenter donc de nouveaux candidats à 2 semaines d'une élection et que ceux-ci soient élus. Et aujourd'hui, notre parti va à des élections présidentielles et les résultats seront là pour vous montrer que nous sommes plus que jamais ancrés dans le cœur des Burkinabés, puisque pour cette élection pourrait consacrer le retour du RDA, comme on l'a dit, c'est le retour du RDA. Pour la 4e fois au pouvoir. Vous êtes le président du réseau libéral africain et vice-président de l'Internationale libérale. Que signifie être libéral en Afrique au regard de nombreuses attentes des populations, surtout d'ordre social? Oui, mais le libéralisme n'est pas contre les attentes d'ordre social. Comme aime le dit la présidente de l'Internationale libérale, les libéraux aussi ont leur cœur à gauche. Le cœur des libéraux bat à gauche. Ce n'est pas un monopole d'avoir le cœur qui bat à gauche. Ça, c'est la constitution humaine et notre nature humaine qui fait que notre cœur est à gauche. Donc, partant de là, nous avons en Afrique adapté le libéralisme aux valeurs africaines. Parce que le libéralisme, c'est la liberté d'expression, c'est la tolérance, mais c'est également aussi une répartition équitable des ressources. Et nous parlons, pour ce qui est de notre parti, de libéralisme solidaire. Et donc, cette solidarité est une valeur africaine qui s'intègre parfaitement dans les valeurs du libéralisme. Ce qui fait qu'en Afrique, nous sommes tout à fait à l'aise et partout où nous avons des régimes libéraux en Afrique, vous voyez bien que ces régimes font de grands investissements et apportent à leur peuple. Et tout le monde reconnaît la part du libéralisme. Un exemple concret? Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez également aussi, en Afrique de l'Est, nous avons des libéraux au pouvoir. Et partout où les libéraux sont au pouvoir, ils ont apporté quelque chose à leur pays en termes de développement, en termes de résolution des questions sociales. En plus, le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se réclament être des sociodémocrates, des socialistes, ne font qu'appliquer des politiques libérales. Mais elles les appliquent mal puisque ce ne sont pas des libéraux. C'est la raison pour laquelle nous nous disons qu'il faut que les libéraux prennent le pouvoir pour mieux mettre en œuvre ces politiques libérales. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Ouédraogo, de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Merci.